Bonsoir à tous, bienvenue, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de votre débat hebdomadaire Disputandum. Ce mercredi, l'actualité océanique s'est imposée à nous. Pour tout vous dire, nous avions prévu de débattre de pêche durable, mais ça c'était avant le naufrage du Grande America. Ce cargo italien a sombré à quelques 300 km de La Rochelle et des équipes de dépollution franco-espagnoles sont à l'œuvre en ce moment. Depuis 8 jours, cet événement est devenu une préoccupation centrale pour tous les métiers de la mer, pêcheurs, ostréiculteurs, marins, pour tous les acteurs du littoral, élus locaux et professionnels du tourisme et pour tous les amoureux de la nature, évidemment, car ce naufrage va causer des dégâts. Il pose en tout cas la question des risques et des avantages, car il y en a du transport maritime. Autour de la table pour en débattre, près de moi, Philippe Joussemet, expert maritime et ancien capitaine de marine marchande. En face de vous, Yvon Mounès, vice-président de l'association Morglaz qui dénonce les bateaux poubelles. Et enfin, Dominique Chevillon, vice-président de la Ligue de protection des oiseaux. Bonsoir à tous, sentez-vous libre de débattre entre vous et merci d'être avec nous. Cette émission est également retransmise sur les réseaux sociaux via nos pages Facebook et comptes Twitter, France 3 Poitou-Charentes, France 3 Limousin et France 3 Aquitaine. Vous êtes les bienvenus pour la commenter. D'abord, un mot chacun sur votre première pensée à l'annonce de cette information du naufrage causé par un incendie non maîtrisé à bord, je le précise, Monsieur Joussemet. Première impression, c'est bien évidemment d'avoir en tête les événements qui ont été similaires, le naufrage d'un navire. On sait que c'est forcément une pollution qu'il y a derrière, donc l'inquiétude, et on regarde, le premier regard qu'on peut avoir comme marin dessus, c'est de regarder quelles sont les conditions météorologiques, et puis de s'inquiéter des conditions, certaines conditions techniques, quelle est la quantité de produits à bord, quelle était la quantité de dangereux, c'est vraiment les premiers réflexes. On y reviendra. Monsieur Mounès. Eh bien, au vu des quantités existantes de combustible à bord, qui, à mon sens, sont relativement faibles, je ne suis pas très inquiet sur la gravité de risque sur le littoral. Ça sera très limité. Hein. On n'a pas affaire à un navire, on n'a pas affaire à un pétrolier. Donc ça c'est un aspect rassurant pour vous. Oui, complètement. Oui. Monsieur Chevillon. Avant d'avoir les caractéristiques du bateau, la nature de la cargaison, on savait que c'était un incendie, mais forcément une grande inquiétude puisque nous avons été acteurs lorsqu'il y a eu l'Erika, et tout de suite on pense effectivement à ce bateau qui transportait du fioul lourd de chez Total, enfin affrété par Total, et qui a pollué 400 km de côte et qui avait occasionné, la fourchette est entre 200 000 et 300 000 oiseaux morts, hein, très peu d'oiseaux ont survécu, bien sûr, mais aussi tous les dégâts aux plages, tous les dégâts au tourisme, les atteintes à l'image et un dommage considérable. Donc effectivement, ça rappelle des mauvais souvenirs. Et depuis ce naufrage, chacun redoute l'arrivée de cette pollution sur notre littoral. Voyons tout de suite les dernières informations avec ce résumé de nos collègues de France 2. Vue du ciel, des nappes de fioul à la surface de l'océan Atlantique. Depuis cet avion, cet équipage de la Marine nationale survole la zone touchée par le naufrage du Grande America. À la surface, on voit qu'il y a du lourd. Ouais, il y a un peu de lourd là, tu vois. Ils viennent de repérer 2 plaques. On essaye de localiser avec précision l'endroit où se trouvent les concentrations les plus importantes de polluants afin de les transmettre aux unités à la mer pour les récupérations. Localiser, mais aussi tracer. Depuis l'avion, ils larguent des sondes GPS qui accompagneront ces nappes pour ne pas les perdre de vue. Sur l'eau, les navires continuent leurs opérations de lutte contre la pollution. Des barrages ont été mis en place pour concentrer les plaques d'hydrocarbures à la surface de l'océan. Le fioul est extrait de l'eau. Selon la préfecture maritime, pas de risque de pollution pour les côtes françaises avant 10 jours, mais des opérations difficiles à mener. Ce qui est compliqué pour les polluants que l'on retrouve dans les 2 premières zones de lutte anti-pollution, c'est d'identifier les amas qui sont dans ces zones de polluants. Au fur et à mesure qu'on s'éloigne du lieu de naufrage, eh bien, vous avez une dispersion de différents amas de fioul lourd. Il s'agit donc de les repérer. 5 conteneurs ont également été aperçus en mer. Celui-ci a été découvert à 330 km des côtes françaises. C'est le premier à avoir été remorqué vers La Rochelle. Son contenu, 6 tonnes de chips. Si la structure est trop faible du fait que le conteneur a séjourné quelques jours dans l'eau et avec le poids, la masse d'eau
qui est contenu, d'eau de mer qui est contenue dans le conteneur, le risque c'est que le conteneur s'ouvre au moment où on le lève. Le Grande America avait à son bord 365 conteneurs, dont 45 répertoriés comme contenant des matières dangereuses. Acide chlorhydrique, une centaine de tonnes, acide sulfurique, 70 tonnes, plus les effets polluants des quelques 2000 voitures également transportées. Est-ce que nous devons nous inquiéter? On peut toujours s'inquiéter, mais pour moi, la présence d'acide va très bien se diluer dans l'eau de mer, sur la masse d'eau de mer. Donc, compte tenu de la distance déjà de la côte, je crois qu'arriver sur la côte, il n'y aura plus rien. En termes de quantité, M. Chevillon, vous êtes d'accord, les quantités sont suffisamment faibles pour Moi, la dilution? je suis assez prudent parce qu'on n'a pas encore toutes les informations. Il faut, je crois, il y a les informations qui sont données par l'armateur, c'est une chose. Il y a les premiers containers, ils vont être ouverts. Bon, il y en a un qui a été ouvert apparemment. Je crois qu'il faut peut-être encore instruire un peu plus le contenu de la cargaison parce que la nouvelle... les informations ne nous donnent pas, en tout cas, tous éléments, sinon qu'il y avait de l'acide sulfurique et de l'acide chlorhydrique. Je suis assez d'accord pour dire qu'il y a une dilution assez loin de la côte, telle que c'est. Mais on peut imaginer des choses en conséquence, tant que moi, je ne sais pas encore. Mais voilà, ça c'était les matières annoncées par l'armateur. Il y en a peut-être d'autres qui sont moins glorieuses. Monsieur Jousmet, au cours de votre carrière, lors des inspections que vous faisiez sur les navires, il vous est arrivé de découvrir comme ça des surprises, des décalages entre les déclarations et le réel? Alors, ça arrive effectivement, mais les plus grandes surprises, c'est en termes de poids. C'est pas forcément en termes de contenu. Je ne parle pas du trafic, bien évidemment, qui peut être fait, les trafics divers et variés, mais c'est souvent en termes de poids que l'on rencontre des difficultés pour des raisons toutes simples. Pour certains types certaines entreprises qui exportent ou qui importent de la marchandise ne font pas forcément une bonne définition ou un bon calcul de ce qu'ils chargent à bord d'un container, et c'est là qu'on peut avoir des surprises. Par contre, en ce qui concerne les produits dangereux, il y a une réglementation internationale qui est très pointue, très efficace et qui amène un certain nombre de contrôles et qui font entre autres choses qu'un container de matière dangereuse, de produits dangereux, on ne le charge pas n'importe comment sur le navire. Il y a des process qui sont imposés par la réglementation, les conventions internationales, mais aussi parfois par les assureurs maritimes pour qu'on puisse s'identifier rapidement. Dans le cas présent, les premières images que l'on a vues avant que le navire sombre, c'était qu'il y avait un incendie assez important dans les hauteurs, sur la partie avant du navire, donc sur les containers. Donc on peut imaginer qu'en plus, on le souhaite, que ces produits, quels qu'ils soient, se dissouent assez rapidement dans l'eau, mais probablement ils sont partis pour beaucoup en fumée aussi. Oui, d'autant que normalement, les matières sur le pont sont justement ces matières dangereuses. Tout à fait. Il y a obligation de stocker ces matières dangereuses sur le pont. Tout à fait. Alors, vous parliez de tricherie sur le poids. Quelle est la motivation des armateurs ou des affréteurs pour tricher sur le poids? Alors, c'est plus les chargeurs, ceux chargeurs. qui remplissent les conteneurs, parfois pour des questions de mauvaise appréciation. On donne un poids de la marchandise, mais on ne donne pas le poids de ce qui va servir à faire le calage, l'arrimage à l'intérieur du conteneur, pardon. Puis ça peut être aussi pour une histoire d'argent, parce que ça coûte un peu moins cher en transport. Allez, avant de continuer, présentons un peu mieux ce navire. Il mesure 214 mètres de long, convoyait donc des conteneurs contenant diverses matières et marchandises, des voitures aussi. Départ Hambourg, destination Afrique, puis Brésil. Première escale à Casablanca. J'ai pu joindre le représentant français de l'armateur italien. Ils sont bien sûr très occupés par la crise liée à ce naufrage, donc aucune communication autre que des communiqués de presse écrits n'est prévue pour l'instant. Le groupe Grimaldi possède 120 navires et affirme travailler depuis plusieurs années à la baisse de la moyenne d'âge de sa flotte et à son équipement en propulsion hybride. Pas celui-ci visiblement, puisque ces cuves étaient remplies de 2200 tonnes de fioul lourd. Le Grande America a été construit en 1997, ça fait 22 ans. Est-ce que c'est beaucoup? Non, c'est 22 ans, c'est jeune en termes de navigation marchande. C'est pas vieux, on va dire. C'est pas vieux, parce qu'il y a des bateaux qui ont plus de 50 ans. Ouais. Moi, j'irai un peu dans le sens de M. Jousmet pour dire, et là je mets ma casquette de président du Conseil économique, social et environnemental de Nouvelle-Aquitaine, ancien assureur, il y a quand même pas mal de fausses déclarations qui sont soit des erreurs, soit de la fraude. Donc il faut savoir que quand même, malgré tout, ça existe. Et l'assureur que je suis, évidemment... le constate, alors c'est pas personnellement Dominique Chevillon qui le dit, mais c'est l'Union internationale des compagnies d'assurance maritime qui, dans leur dernier congrès, ont posé
les différentes équations de ce transport maritime, et notamment des porte-conteneurs qui ont des tailles de plus en plus importantes, mais je crois qu'on y viendra. Donc c'est quand même un monde où effectivement il y a des notions de poids, il y a des notions de valeur qui ont également augmenté, et on en viendra tout à l'heure, je pense, à parler du risque aujourd'hui qui augmente considérablement. Tout en quand même s'inquiétant modérément sur nos parcours, je dirais, au large de nos côtes, c'est que la densité des bateaux qui passent est incroyablement plus faible que celle qu'on trouve dans l'océan Indien, par exemple. Vous avez des concentrations absolument énormes. Donc, concentration de bateaux, densité très forte, des fréquences donc possibles de sinistres, avec une intensité du sinistre de plus en plus forte, puisque les tonnages sont de plus en plus importants. Et on y reviendra. Je crois qu'on y reviendra. Alors, est-ce que ce navire était, lui, suspect? J'ai lu en préparant cette émission qu'il a été détenu en 2010 pour 35 déficiences dans le port de Tilbury, au Royaume-Uni. Et depuis, d'autres déficiences ont été régulièrement relevées. Et qu'est-ce qui doit se passer dans ces cas-là? Ça dépend des types de problèmes relevés, j'imagine, M. Jousseau? Tout à fait. Alors, le navire, tous les navires du monde peuvent être contrôlés dans tous les ports du monde, dans le cadre aussi d'un accord international qui s'appelle le Mémorandum de Paris. Et tous les États ont la possibilité de faire ce qu'on appelle un port state control, c'est-à-dire un contrôle d'un navire dès qu'il est arrivé dans son port. Alors, il y a un certain nombre de contrôles, c'est très encadré par les réglementations, quel type de contrôle on peut faire. Et si l'inspecteur, chez nous c'est les inspecteurs des affaires maritimes, des centres de sécurité des navires en France, si l'inspecteur détecte un certain nombre de déficiences majeures, un problème majeur par exemple, ça peut être un radar qui ne fonctionne pas, ça peut être l'appareil propulsif qui pose des problèmes, ou l'appareil est gouverné par exemple, type de déficience majeure comme ça, il peut stopper le navire. Mais il y a tout un tas d'autres contrôles qui peuvent se faire. Alors, dans le cas présent, 2010, il a été arrêté, 35 déficiences. Parmi ce type de déficience, il peut y avoir, par exemple, le manquement d'un cahier de contrôle des opérations, des exercices d'incendie, des choses comme ça. C'est-à-dire des choses qui ne mettent pas en danger qui ne mettent pas en danger le navire, la sécurité du navire, de son équipage et de sa cargaison, mais qui, par contre, ne répond pas au dispositif et à ce qui peut être fait. Donc, en l'occurrence, il y a un certain nombre, quand il y a un contrôle, s'il y a une détention, il y a une obligation qui est faite à l'armateur de rectifier les dysfonctionnements dans des temps qui sont variables. Ça peut être immédiatement, ça peut être dans un mois, ça peut être dans 2 mois. Ce qui fait l'objet forcément après le temps donné, soit dans le même port par le même inspecteur, soit dans un autre port après une durée un petit peu plus longue, par un réseau informatisé. Tout ça est interconnecté. Tout ça est interconnecté, ça fonctionne. N'importe quel inspecteur du monde peut vérifier l'état d'un navire et fait donc l'objet d'un contrôle en suivant pour vérifier si les prescriptions qui ont été données ont été faites. Dans le cas présent, ça a forcément été fait puisque le navire n'a pas été... et on a connu d'autres navires où il y a eu des détentions et des navires qui ne sont jamais repartis parce que précisément, il était très compliqué de satisfaire à la réglementation internationale. Je précise que nous avons sollicité la direction des affaires maritimes, le grand port maritime de La Rochette. Ces 2 entités ont renvoyé à la Prémar, préfecture maritime, seule habilitée à communiquer sur ce sujet, est trop occupée en ce moment pour dépêcher un représentant sur ce plateau. Et puis maintenant, il y a la menace de la marée noire, le carburant du navire qui s'échappe, flotte et dérive. Son arrivée sur notre littoral a d'abord été annoncée dimanche dernier, puis ce mercredi, puis à la fin de cette semaine, et maintenant dans une dizaine de jours, peut-être encore plus tard. Les autorités sont tellement rassurantes, c'est à croire que cette pollution ne va pas toucher terre? C'est fort possible. Parce qu'il suffit d'avoir une orientation des courants et des vents au gré du déplacement des pressions en cours. Ça peut très bien repartir plein sud et ne jamais toucher le littoral. C'est à souhaiter. Et se disperser suffisamment, M. Chevillon? Vous êtes optimiste aussi? Aujourd'hui, on a reçu des galettes qui, je crois, vont être allées au Cèdre pour être analysées. Elles semblent bien fermes et être plutôt des galettes qui correspondent à un dégazage ou quelque chose dans ce genre-là. Aujourd'hui, on ne sait pas où ça va arriver.
Là, j'étais au parc marin cet après-midi, il y avait la direction des territoires de la mer qui avait quelques infos. On était à peu près à 137 km, bon, on va parler en kilomètres, de l'estuaire de la Gironde. Donc, si vous voulez, ça s'est rapproché, mais c'est un peu descendu. C'est ce que je perçois aujourd'hui. Mais encore une fois, les vents, la houle sont des facteurs essentiels. Donc, on regarde la girouette et on dit, tiens, si c'est plein ouest, c'est pour nous. Et maintenant, c'est un peu moins plein ouest. Je parle en Charente-Maritime. Si c'est nord-ouest, ça va descendre un peu sur Gironde et sur la côte landaise. Alors justement, vous l'évoquiez, ces boulettes de pétrole ont été découvertes hier sur l'île d'Oléron, sur une plage. Le point avec Olivier Rioux et Sophie Val. C'est ce type de boulette d'hydrocarbures qui a été ramassé hier sur cette plage, mais visiblement aucun rapport avec le naufrage du Grande America. On en trouve de temps en temps sur les plages, donc il n'y a pas de raison de s'affoler, on en trouvera d'autres. C'est quoi, du dégazage? Oui, c'est du dégazage, tout à fait, oui. Ça arrive souvent? Ça arrive de temps en temps, on en voit quelques-unes, il y a certaines qu'on loupe, mais ça arrive de temps en temps, oui. Ils sont les sentinelles de la côte sur l'île d'Oléron en ce moment. Tous les jours depuis vendredi dernier, ces agents municipaux font un état des lieux et ramassent tous les déchets à titre préventif. Ça évite que les boulettes viennent se mettre avec les déchets, donc ça en fait moins, ça fait moins de tonnage, et donc après pour nous c'est plus facile à nettoyer. On fait la totalité de nos plages, que ce soit côté ouest ou côté est, et donc tous les jours à marée basse, on fait l'aller-retour de chaque plage, on contrôle, on ramasse tous les déchets. En 5 jours, 8 tonnes de bois et 2 tonnes de déchets plastiques ont été récupérés. Les galettes de fioul ramassées hier sont bien des rejets de navires marchands qui croisent au large. La préfecture maritime, elle, est en veille et prévient les navires pollueurs opportunistes. Ils sont sous surveillance. On a de toute façon un numéro spécifique, donc effectivement tous les jours on appelle pour savoir un peu où on en est, si tant est qu'ils aient des informations. Et derrière, de toute façon, après, il y aura une coordination faite par la préfecture si déclencher le plan Polmar. Sur l'eau, les navires continuent leur opération de pompage. Selon la préfecture maritime, pas de risque de pollution sur les côtes françaises avant une dizaine de jours. Alors dégazage, le terme est largement utilisé par nous médias. Il n'est pas tout à fait approprié pour les liquides nocifs. Il faudrait dire déballastage. Bref, la préfecture maritime parle, elle, plus globalement de rejet illicite de déchets pétroliers. C'est longtemps été un classique, Monsieur Jossemet. Oui, tout à fait. Tout à fait, parce que se débarrasser des polluants de ce type-là, c'est souvent d'ailleurs des rejets de cale. Il y a d'une part le dégazage, c'est réservé aux pétroliers, navires citernes, et puis après c'est plutôt des rejets de cale, ce qu'on appelait les impompables, et qu'on peut, pour différentes raisons, parce que ça coûte très très cher de les décharger à terre et de les faire traiter. Il peut y avoir effectivement dans certains cas des déballastages un peu sauvages de cette sorte, mais là, en l'occurrence, pour la partie qui a été trouvée dans l'île d'Oléron, ça doit bien faire l'objet, bien sûr, d'une analyse pour vérifier si ça provient bien du Grande America, qui nous donnera quand même un certain nombre d'indications aussi sur les possibilités de progression des nappes. Alors, si c'est pas du Grande America, est-ce qu'on peut savoir de qui c'est ? Ça sera un peu compliqué, parce qu'il n'y a pas véritablement un ADN du fioul lourd, et tous les navires du monde ne sont pas inspectés pour contrôler quel type de fioul ils ont à bord. Donc c'est un peu compliqué. Sauf surprendre par les inspections les surveillances aériennes, notamment, qui sont les plus faciles à faire pour cerner ce genre de problème. C'est ce dont menace justement la préfecture maritime, Monsieur Chevillon. Oui, quand même un peu d'optimisme. Depuis 25 ans, les choses se sont considérablement arrangées, améliorées, puisqu'on peut constater sur nos côtes quand même aujourd'hui assez peu d'incidents. Je dirais même que depuis 25 ans, c'est exceptionnel. Par rapport à ce qui se passait auparavant, où véritablement il n'y avait pas les contrôles tels qu'ils sont faits aujourd'hui, ou les contrôles aériens notamment. Il n'y a pas que le problème des contrôles. Avant le nettoyage des ballasts des pétroliers se faisait avec de l'eau, à l'eau chaude, on va résumer comme ça. Ce qui fait qu'on avait un mélange de pétrole brut, qu'on décollait des parois, du vaigrage et autres, mélangé à de l'eau, une légère décantation, et légalement, on pouvait rebalancer en mer, dans le sillage. C'était pas beau à voir. Alors que
Maintenant, tout se fait en en projetant du brut. Donc on nettoie avec le produit qu'on transporte. Donc, ce qui fait qu'il n'y a quasiment plus de pertes. Et on ne rejette rien. Et ça repart. Ce qui reste repart dans la cargaison suivante. Et les amendes ont été dissuasives aussi suite au marée noire. Il y a eu des amendes un peu plus fortes décidées. Je crois plus au nettoyage des cales. Parce que dans un bateau, il y a tout le temps des fuites. Et il y a une décantation. Et tous les bateaux ne sont pas équipés de systèmes performants. Et donc, il y a un rejet. Mais c'est plus ce qu'on appelait c'est pas du dégazage. Hein. Pour moi, ça n'existe quasiment plus. Hein. Et peut-être effet pervers aussi de ces législations plus dures et sensibilisation de nos instances de contrôle. Ça se déplace. Aujourd'hui, les pollutions, elles se font ailleurs, dans d'autres coins du monde. Par rapport à ce que vous disiez à l'instant et ce que disait M. Chevillon, et il est vrai qu'on constate, en tous les cas, sur nos côtes européennes, au continent européen, beaucoup moins d'événements qu'avant. Il y a deux choses. D'abord, il y a une réglementation internationale, la Convention Marpol, qui est issue des travaux de l'Organisation maritime internationale, qui est une réglementation qui évolue au fur et à mesure des événements, malheureusement, mais qui se sert des retours d'expérience pour faire évoluer la réglementation. La réglementation et cette Convention Marpol, c'est aussi un outil. C'est-à-dire qu'on explique un peu ce que l'on a le droit de faire, ce que l'on n'a pas le droit de faire, et comment on peut pallier aux choses que l'on n'a pas le droit de faire. Et de la même manière, ça donne des outils. Ça a donné des outils aux États aussi pour intervenir. On le voit dans le cas du Grande America, à l'instant même où l'incident est connu, le Prémar, la préfecture maritime, prend la main sur le dossier avec des injonctions auprès de l'armateur à prendre un certain nombre de dispositions. On ne veut pas connaître ce qu'on avait connu à la Moco Cadiz, où il y a des discussions commerciales sur le coût du remorqueur qui a fait qu'on est arrivé à cette catastrophe immonde pour ça. Et puis, il y a une prise de conscience aussi. Il y a un certain nombre de choses. Il y a l'évolution de la technique. On ne réinvente pas des choses. Quand j'ai commencé à naviguer, il y a maintenant plus de 40 ans, il existait déjà des systèmes de traitement des eaux mazouteuses avec une réglementation qui nous imposait des contrôles permanents de ces outillages qui, à l'époque, vous rappelez, pas plus de 5 ppm d'hydrocarbures rejetés à l'eau, etc. Et il y a une évolution constante. Et puis, il y a une prise de conscience aussi de l'ensemble. Des armateurs internationaux, souvent avec les assureurs aussi, parce qu'au final, c'est quand même les assureurs qui payent. Donc, ils ont tout intérêt aussi à s'impliquer, à être participatifs dans le développement et dans l'application de ces normes et leur évolution, sans toutefois en faire à chaque fois des mesures qui sont purement punitives, mais qui sont collaboratives pour que tout le monde avance dans le même sens. On reste quand même le risque d'accident, et il y en a eu par le passé, vous l'évoquiez il y a quelques instants. Inventaire avec Antoine Morel. C'était le 12 décembre 1999. L'Erika, pétrolier du groupe Total, fait naufrage au large de la Bretagne avec 30 000 tonnes de fioul lourd à son bord. Sur les plages de Charente-Maritime, le courant côtier et la tempête qui souffle au même moment font barrage, éloignent le risque d'une marée noire de grande ampleur. Mais le mazout pollue tout de même les plages, un désastre pour la faune et la flore. 3 ans plus tard, le Prestige, avec sa cargaison cette fois de 77 000 tonnes de fioul lourd, coule sur les rochers des côtes de Galice. Marée noire en Espagne, des milliers de tonnes de carburant sur les plages de Gironde. Mais là encore, la façade maritime du Poitou-Charentes évite le pire. À peine 1 tonne de carburant ramassée sur le littoral. La Charente-Maritime peut donc d'une certaine manière dire merci à son courant côtier. Barrage naturel, jusque-là plutôt efficace contre les dangers venus du large. Quel souvenir de ces épisodes ? Oui, je pense aussi que dans l'aspect contrainte et dissuasion, il y a aussi que la société civile qui subissait les dommages s'est organisée, et notamment l'ensemble des communes littorales qui, si vous voulez, ont fait des constatations avant les arrivées des nappes polluantes par des constats d'huissiers, etc., pour pouvoir ensuite attester de la matérialité des dommages. Alors ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, la conservation de la preuve. Et l'Erika s'est soldée quand même, pour les assureurs bien sûr, mais aussi pour Total, sur une totalité de préjudices absolument astronomiques, puisque tous les gens et toutes les organisations et les collectivités qui avaient subi des dommages
ont été indemnisées, certaines très partiellement, mais d'autres tout à fait, je dirais, correctement. Donc je crois que ça participe, surtout en Europe en tout cas, à être dissuasif que de penser que si toutefois il y a sinistre et dommage sur la côte, effectivement, les réclamations seront extrêmement, seront celles qui correspondent à la réalité. Monsieur Mounez, vous avez été témoin de marée noire. Qu'est-ce qui est le plus marquant? Alors, j'ai été témoin de marées noires très très importantes, qui n'auront rien à voir avec ce qui se passe actuellement. L'Erika, on l'a vécu en direct. L'Erika, c'était en gros 30 000 tonnes à peu près de polluants. Mais j'ai vécu des marées noires où on a réussi à sauver on va dire, 250 000 tonnes pour une perte de 30 000. Et si on n'avait pas réussi à sauver ce bateau, on avait un nouvel Amoco, hein, donc on avait l'équivalent. On va en reparler tout à l'heure par rapport à la sécurité incendie des navires. Monsieur Joussemet, vous aussi, vous avez été les mains dans le cambouis un petit peu, oui. Un petit peu, oui. Cette période-là, puisqu'effectivement, les constats qui étaient faits, l'assureur engage un certain nombre de gens, constats d'huissiers, comme le font les communes, les assureurs également, pour aller faire des constats, identifier véritablement au plus près de ce qu'on peut avoir comme pollution. Ce sont des images très marquantes pour ça. C'est des images très marquantes. Par contre, moi, en tant qu'ancien navigant, à l'époque de la Moco Cadiz, j'avais des tas de copains avec qui j'avais fait les formations, qui naviguaient, qui habitaient dans ce coin-là. Et bien évidemment, on n'avait pas des images aussi facilement que maintenant par les réseaux sociaux. Mais on avait des tas d'informations. Et ce qui me marquait plus, c'était tous les dégâts causé à la faune et la flore, mais aussi c'était le désarroi des gens autour devant cette chose-là, qui était vraiment, vraiment énorme. Et fort heureusement, la réglementation évolue, mais autant on manquait d'outils techniques, ce que la Convention a pu donner, autant on manquait d'outils juridiques pour permettre tout à chacun de rentrer dans le principe du pollueur-payeur, en gros, hein, on en revient à ça, mais permettre à chacun de pouvoir porter réclamation. Pour ça, il existe un système qui s'appelle le FIPOL, qui est financé par les utilisateurs et les réceptionnaires de produits pouvant amener pollution. Donc, ils payent simplement une taxe pour alimenter le fonds, pour permettre de donner un certain nombre un fonctionnement. Donc, on arrive vers quelque chose de plus en plus cadré pour qu'il y ait le moins de préjudice, comme auparavant pour précédents naufrages, précédentes pollutions, parce qu'on n'avait pas tous ces outils et c'était assez difficile à gérer. Oui, et puis il y a eu aussi quand même un afflux par solidarité de bénévolat sur l'Erika, qui, il faut le dire, il faut jamais, je dirais, stopper les grands élans enthousiastes, qui ont participé, je dirais, à un très très grand bazar. Et donc, je crois que ce très très grand bazar qui a donné lieu, mais vraiment à des imbroglios absolument incroyables. On ne savait pas d'ailleurs où stocker ce qu'on récoltait. C'est des milliers de tonnes de déchets qui ont été récoltés. On en a récupéré une partie, d'ailleurs, à un moment donné, sur les grands ports, enfin sur le grand port maritime de La Rochelle. Et je crois que, et c'est ce qu'il faut faire comprendre aussi, c'est qu'on en a tiré des enseignements. Et donc aujourd'hui, on est quand même organisé en prévention de ce type de sinistre extrêmement important, y compris notamment, et j'aurai l'occasion de le dire, sur les soins à la faune. Alors que, effectivement, l'Erika, on a payé pour voir. On a payé avec une désorganisation, avec un effet de surprise, pas de coordination. Or, aujourd'hui, je dois dire qu'au niveau des services de l'État, on voit bien qu'on a 5 bateaux sur zone avec européens et 4 bateaux français, je crois. Ça doit être 4-9. Tout de suite,
L'armateur, vous l'avez dit, obligé d'envoyer tout de suite des moyens, etc. Ils ont mis un remorqueur et un engin d'exploration sous-marine. Voilà, une solidarité aussi des gens de mer. Bon, la pêche s'est proposée, les comités de pêche maritime se sont proposés. Et nous, les naturalistes, on s'est organisés. Et c'est la première fois, je suis content de pouvoir le dire d'ailleurs, hein, on a dans la cellule pré-crise Polmar, qui s'appelle une cellule zonale de suivi environnemental, CZSE, qui est pilotée par l'État. La LPO coordonne les différentes structures et nous avons 9 structures de soins oiseaux du sud, c'est-à-dire du Pays Basque. On a Egal Aldia au Pays Basque à Ustaritz, on a Alcatorda dans les Landes, on a LPO Audange en Gironde, on a le Marais aux oiseaux en Charente-Maritime, on a l'unité de soins mobile de soins LPO dans le 17. Quand on monte, on a à Nantes le centre vétérinaire pour la faune sauvage, à Oniris. On a la volée de Piaf en Bretagne et on a la LPO Île-Grande en Bretagne. Et donc vous avez 9 centres qui sont prêts à accueillir les oiseaux. Ensuite, vous avez l'Aquarium de La Rochelle qui est prêt à accueillir les tortues. Et vous avez Pélagis qui, sur les mammifères marins, peut apporter sa pierre. Donc on peut dire aujourd'hui que cette structure coordonnée avec un coordinateur administratif qui est la LPO France, un coordinateur technique qui est la LPO Audange, très opérationnel parce que les expériences ont été faites, et un coordinateur vétérinaire, Philippe Gourlet de Nantes, on a cette capacité aujourd'hui. Alors, on attend, on espère qu'on attendra longtemps et qu'on n'aura pas, je dirais. Mais ce dispositif, vous voyez, est quand même le fruit des mauvaises expériences antérieures. Donc, en cela, on doit être assez optimiste. Nos sociétés ont des capacités de réaction et d'organisation, bien sûr. Donc, il faut le dire. Et on s'est retiré des éléments des expériences passées. Je peux donner un certain nombre d'exemples, mais par exemple, on l'a vu il y a plusieurs fois sur votre antenne, comment les ostriculteurs, méthyliculteurs s'organisent, les sauniers de l'île de Ré. Les ostriculteurs en train de mettre à l'abri leurs poches dans l'éclair. On a mettre à l'éclair, faire des provisions d'eau de mer. De la même manière, les sauniers s'organisent en fermant... Fermeture des marais. Fermeture des marais, etc. Donc c'est vraiment à tout ça supervisé par les services de l'État aussi qui mettent à profit toute cette expérience, la solidarité et puis cette volonté effectivement de travailler ensemble qui est indéniable maintenant. Les services techniques des collectivités qui sont deux services, hein, c'est le cas de le dire, des grandes agglomérations, des communes. Donc tout ça. Alors, les pêcheurs, justement, vous les évoquiez tous les deux, ils sont soucieux en ce moment, nous sommes allés les rencontrer il y a quelques jours du côté de Royan, Valentine Leboeuf et Laurence Couvrant. Sébastien est pêcheur depuis 30 ans. La saison de la crevette grise vient de commencer. Et pour lui, pas d'inquiétude. La nappe de pétrole n'est pour l'instant pas une menace. La nappe est en surface, donc je ne pense pas qu'au fond de l'eau... Après, je ne suis pas scientifique, je ne sais pas. Mais si la nappe vient à la côte, après, logiquement, derrière cette nappe, voilà, l'eau, pour pêcher, il n'y aura pas de souci, je ne pense pas. Ce marin est plus inquiet. Même s'il pêche des poissons en profondeur, ils peuvent être contaminés lorsqu'ils sont remontés à la surface. On est payé au chiffre d'affaires par rapport à ce qu'on débarque. Et oui, si la marée arrive juste ici et même un peu plus loin, est-ce qu'on ne pêche pas non plus que devant le port? Oui, forcément, on serait impacté au niveau de notre salaire, au niveau de tout ce qui va avec, quoi. Stéphane, lui, craint pour la biodiversité. C'est surtout la côte, quoi, les rochers, les coquillages, les oiseaux, même en mer, les oiseaux. Le président de la communauté de communes comprend l'inquiétude de certains pêcheurs, mais il se veut rassurant. Il est difficile de mesurer aujourd'hui, de tirer des plans sur la comète pour savoir qu'est-ce qu'il va advenir, en sachant que, bien évidemment, on a malheureusement déjà l'expérience par le passé et que les fuites du navire qui nous concerne aujourd'hui n'a rien à voir avec les quantités qu'il y avait dans le cadre à la fois de la Mococadix ou de l'Erika. En attendant que la situation se précise, professionnels comme amateurs profitent encore des plages calmes et d'une mer propre. Voilà, des points de vue assez différents, on l'a entendu. Les bateaux de pêche peuvent être réquisitionnés, on le disait. Certains se portent volontaires. C'était aussi évoqué dans le reportage, il est question de nappes d'hydrocarbures. Alors, est-ce que la pollution ne concerne que la surface de l'eau, comme on serait tenté de le croire? Non. Il y a une partie des polluants qui va couler. Hein. Donc, on va en retrouver noyés dans le sable, on va en trouver
à mi-hauteur et on va retrouver peut-être un peu aussi sur la côte. Mais moi, je voulais revenir sur un petit point. Pour moi, le plus important, c'est d'éviter ces pollutions en contrôlant mieux les navires eux-mêmes. Et je pense, entre autres, aux sociétés de classification, dont on n'a pas parlé, et qui ont un rôle majeur. Parce que actuellement, l'association Morgaz qui milite, quand elle voit un bateau dérouté sur Brest parce qu'il n'a pas supporté le passage de Ouessant dans le mauvais temps et qui tombe en avarie, il rentre à Brest en remorque, et là on s'aperçoit d'un seul coup, c'était un navire, entre guillemets, poubelle. Et il y en a des quantités. Alors il y a tous ceux qui passent qu'on ne voit pas, et je peux vous dire qu'il y en a des quantités qui passent entre l'Allemagne, la Hollande, il y en a une quantité effroyable, et qui après se dispersent dans le reste du monde. Et là on s'aperçoit, et moi j'ai pu le vivre en tant que commandant, où les sociétés de classification font quasiment des faux en écriture, pour donner le blanc-seing à l'armateur pour que son bateau puisse continuer à naviguer. Et des bateaux qui devraient être interdits de navigation. Alors c'est sûr, ils tombent à Brest. Là, les AFMAR font un contrôle à bord. Et là, ils tombent des nues. Ils s'aperçoivent que c'est un bateau qui ne devrait pas naviguer. Et d'ailleurs, il y en a plusieurs qui ont été saisis et qui sont restés. Et en cherchant plus loin, entre autres Morglas, s'aperçoivent que les marins n'étaient même pas payés à bord. C'est extraordinaire. Alors, c'est ça qui me dérange le plus. Bon, là, pour vous, les moyens ne sont pas suffisants aujourd'hui pour contrôler les navires? Non seulement ils sont pas suffisants, mais ils ne sont pas rigoureux. Alors, avant d'évoquer un peu plus cette question, coup d'œil en coulisses sur la sécurité qui entoure les navires marchands avec ce dossier de nos collègues de France 3 à Brest, justement. Parmi les centaines de navires qui croisent au large de la Bretagne, combien sont irréprochables ? Qu'est-ce qui se cache ou pas derrière des pavillons exotiques, des équipages cosmopolites, des chargements hétéroclites? Difficile à dire. L'une des portes vers ce monde encore assez secret mène au centre de sécurité des navires. Celui de Brest compte une dizaine d'inspecteurs, des spécialistes chargés de contrôler les navires qui font escale. Tous les navires? Non, impossible. Le logiciel de l'Agence européenne de sécurité maritime les aide. Depuis bientôt 4 ans, chaque fois qu'il est contrôlé, il a 0 défaut. Exemple, l'Anzoras est en train de charger de la ferraille. Il est bien noté et ne sera pas visité cette fois. En revanche, les navires très mal classés sont contrôlés et ça peut déboucher sur une immobilisation au port. Un navire qui a par exemple 4 groupes électrogènes, il n'y a plus qu'un groupe électrogène en état, on détient le navire. Ça arrive souvent? Ça arrivait beaucoup quand a été créé le mémorandum de Paris. Aujourd'hui, ça arrive de moins en moins souvent. Un navire immobilisé coûte cher à l'armateur. Est-ce que ça les rend plus vertueux? Pas forcément, à croire Jacques Loiseau, expert maritime, car entretenir un bateau coûte cher également et l'économie du transport maritime pèse dans les choix. Vous prenez le problème des vraquiers, par exemple. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, le transport du vrac, c'est vraiment cassé la gueule. Les navires n'étaient pas rémunérés du tout à leur valeur. Si bien qu'un armateur avait des vraquiers sur les bras, il fallait bien qu'il les fasse naviguer pour gagner 3 sous. Il les faisait naviguer à perte, mais malgré tout, il gagnait 3 sous. Mais alors là, il ne fallait pas lui demander de faire de l'entretien là-dessus. Je ne crois pas qu'on soit meilleur maintenant qu'on ne l'était à l'époque. On était peut-être plus sérieux dans l'entretien avant que maintenant. Autre donnée, la taille des navires et leur nombre a considérablement évolué. La course au gigantisme est inquiétante. D'ailleurs, on a l'impression, elle est inquiétante pour 2 raisons. Elle est inquiétante parce que le danger a dépassé les moyens de sauvetage. Et puis ensuite parce qu'on a l'impression qu'il y a une concurrence entre les grands armateurs mondiaux. Des navires plus grands, plus nombreux, mieux contrôlés. Les pétroliers sont équipés de double coque, mais ça n'empêche pas les accidents dramatiques. Un tableau qui comporte aussi de grands points d'interrogation. Sommes-nous prêts à lutter contre les dangers émergents? Les méthaniers, par exemple, ces navires qui transportent du gaz. En cas d'accident grave, les dégâts pourraient être bien plus sévères qu'un Amoco Cadiz. Le danger a dépassé les moyens de sauvetage. Vous souscrivez à cette affirmation? Absolument, oui. Oui, parce que face à une catastrophe majeure, là, on vient d'évoquer le problème des gaziers. Honnêtement, j'ai eu à travailler sur des cas majeurs de pollution, d'accidents, d'incendies, mais je ne voudrais pas être confronté à un navire gazier
avec un incident majeur. Hein. Alors vous évoquiez tout à l'heure cet accident où vous avez permis, entre autres avec vos coéquipiers, d'éviter une plus grande catastrophe encore. Il y a eu 30 000 tonnes d'échappés, mais encore plus de sauvés. Racontez-nous un petit peu cet épisode. C'était tout bêtement, comme personne ne le comprend, deux pétroliers qui sont rentrés en collision. Et bon, nous, on était en visuel, c'est une chance. Donc on a pu intervenir très vite et notamment éteindre l'incendie sur un pétrolier de Lège non dégazé. Donc pour ceux qui connaissent, un pétrolier de plus de 200 mètres, un risque d'explosion. Donc là, on a réussi à éteindre l'incendie sur ce premier bateau. Et puis on est passé au deuxième où on a mis, après, avec beaucoup de renforts, puisqu'on était les premiers sur place, beaucoup de renforts venus de Singapour, de partout, avec des bateaux de chez Smith, Care Offshore et compagnie. Et on a mis, 5 jours et nuit à éteindre l'incendie avec des moyens à la mousse, hein, pas à l'eau de mer. Hein, et voilà, ça c'est un point important que vous souleviez aussi. Et oui, non, parce que j'ai pu constater dans un tas d'incendies, à chaque fois qu'on essaye d'éteindre un incendie avec de l'eau de mer, oui, c'est efficace jusqu'à un certain point, parce qu'après le bateau s'enfonce. Et problème de carène liquide. On a des pertes de stabilité, parce qu'entre autres, le Grand Américain, c'est pareil. Il y a des navires qui n'ont quasiment pas de cloisonnement. Donc, comme la perte de stabilité varie, ce qu'on appelle le carré de la surface liquide, on voit très bien qu'il ne faut pas beaucoup d'eau pour qu'un bateau chavire sur ce type de bateau. Monsieur Josma, vous aviez été surpris de voir le Grand America couler pas vraiment, aussi vite, non? Pas vraiment, parce que immédiatement il a été mis en place des moyens, donc avec 2 navires pompes qui ont essayé d'éteindre l'incendie avec de l'eau de mer, tout simplement. Donc bien évidemment, effectivement, le bateau s'est rempli. Rapidement, il a été aussi déséquilibré du fait qu'il n'ait plus l'équipage à bord, donc plus d'air. Un navire qui est livré, à ce moment-là, il y avait beaucoup de vent et puis du courant et des creux de 4 à 5 mètres, je crois. Donc là, il y a un déséquilibre qui se fait automatiquement. Donc non, moi, j'ai pas été surpris. Dès qu'on voit ce type de navire commencer à prendre cette gîte importante qu'il avait et dans les conditions qu'il était, il pouvait finir que comme ça. Et dans ces cas-là, l'évacuation de l'équipage, c'est pas forcément la bonne idée? S'il était resté propulsif, l'équipage a fait le choix de demander l'évacuation parce qu'il a estimé qu'il ne pouvait plus contrôler l'incendie. Apparemment, ça s'est passé en 2 temps. Il y a eu un premier incendie qui s'est déclaré. L'équipage a annoncé l'avoir maîtrisé. C'était manifestement pas le cas. Il a redémarré. Et là, on le disait tout à l'heure, des produits très inflammables sur la partie milieu du navire, sur les conteneurs qui étaient en hauteur. Donc là, peut-être ils ont eu aussi peur des risques d'explosion, etc. Donc le choix de les évacuer, il était pertinent. Faut penser, enfin, c'est la vie humaine qui doit être considérée en premier avant le navire et sa cargaison. Et suivant les produits contenus, il pouvait y avoir effectivement un risque d'explosion. Par contre, commencer un remorquage dans ces conditions, c'était pas envisageable non plus. Monsieur Chevillon. C'est tout à fait ce que dit l'Union maritime internationale et compagnie d'assurance, puisque pour faire simple, la capacité grandissante des bateaux est très en avance sur les réglementations et sur, je dirais, les règles d'incendie. Et on voit justement que les très gros porte-conteneurs, aujourd'hui, flambent plus. Donc ça vient rajouter, si vous voulez, au questionnement sur l'assurabilité de certains bateaux. Ce qui peut d'ailleurs être un point important pour revenir à des dimensions peut-être inférieures. Parce que le rôle de l'assurance est un rôle aussi qui peut parvenir à contraindre, si vous voulez, certaines dérives. Mais en tout cas, moi je l'ai lu et j'ai été très attentif à ça, c'est qu'une des conclusions de ce congrès, que de dire, attention, on arrive à plus de 200 000 tonnes, 218 000 tonnes. Alors j'ai vu là, dernièrement, on est à plus de 75 bateaux qui ont dépassé 75 000 tonnes. Il y a les OOCL, les bateaux de Hong Kong, là, Indonésia, Scandinavia, Japan, les Cosco Shipping, ça c'est Hong Kong aussi. CMA, CGM, donc, qui lui frôle les 200 000, 198 000, 199 000. Mais ensuite, il y a tous les Maersk, tous les bateaux danois, qui eux ont franchi aussi assez largement ces dimensions-là. Ça pose le problème de la valeur embarquée. Est-ce que la valeur embarquée est assurée à la hauteur du sinistre potentiel ?
Et puis ça pose, et là c'est une loi fondamentale de l'assurance, c'est quand il y a beaucoup de trafic, quand il y a beaucoup de flux, plus il y a de flux, plus il y a de trafic, plus vous avez d'occurrences, d'événements, de sinistres. Donc, une trajectoire où on voit bien que la fréquence, notamment dans les mers très occupées, je parle de l'océan Indien parce que vraiment c'est de la folie, plus des capacités énormes de transport et des valorisations extrêmement importantes, d'énormes incendies qui ne suivent pas, tout est rassemblé pour que la trajectoire ne soit pas bonne. Je ne vais pas dire que je ne veux pas être annonciateur de catastrophe, mais en tout cas, c'est une trajectoire qui n'est pas bonne. Et là, je pense que les différents acteurs qui gouvernent ces activités doivent peut-être en prendre conscience pour pouvoir éviter des catastrophes à venir. Monsieur Josmet, vous l'avez observé, ce relâchement autour des énormes incendies? Pas du tout. C'est même, enfin, pour moi, c'est même plutôt le contraire. Et ça va même en termes de formation du personnel, puisque les formations incendie, je le vois même pour le personnel d'exécution. Je suis enseignant vacataire au lycée maritime de La Rochelle. Je vois ce qui est fait en matière d'incendie, qui est tout à fait différent de la formation que moi j'avais eue à l'époque, ou même qu'il y avait il y a 10 ans. Alors, évidemment, est-ce que leur application sur les navires est à la hauteur? Alors, il y a bien évidemment, on ne peut pas mettre un pompier dans chaque container qu'on cherche sur un navire, ça va de soi. Par contre, il y a des dispositions qui sont imposées sur des installations d'incendie fixes, sur des mesures, je le parlais, on disait tout à l'heure, par exemple pour les produits dangereux qui ne peuvent pas être localisés n'importe où dans le navire. Et il y a aussi tout ce qui est le dispositif d'entraînement des équipages. La seule chose que pourrait éventuellement regretter, c'est que les équipages sont de moins en moins, les membres d'équipage sont de moins en moins nombreux sur les navires parce que ces navires ont atteint un haut niveau de technicité, les automatismes, les appareils de navigation, etc. Mais néanmoins, il y a des exercices d'incendie qui sont réguliers pour tester précisément le matériel d'incendie. Je ne doute pas un seul instant que dans le cadre du mémorandum de Paris, des contrôles que font les inspecteurs des affaires maritimes en France, la détection incendie et la lutte contre l'incendie est une des premières choses qui est inspectée avant de regarder la documentation pour savoir si un document est échu depuis 2 jours ou 3 jours, ce qui doit être contrôlé aussi. Donc non, je pense pas. Par contre, la question de l'assurabilité des navires maintenant, des porte-containers gigantesques, c'est vrai que ça se pose. C'est pour ça qu'il y a un dispositif très particulier pour les assurances maritimes, hein, qui est, pour faire simple, c'est distingué, on va dire, en 3 morceaux. Il y a l'assurance corps, le navire, le bien, combien il coûte, on l'assure pour un prix. Il y a l'assurance cargaison, qui peut être partagée entre chargeurs, armateurs, puisqu'il y a un certain type d'actes commerciaux qui font que l'assurance est prise par l'un ou par l'autre. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle les Protecting Indemnity Club, qui sont les assurances RC pour tous les dommages aux tiers. Donc il y a une répartition de tout ça. Et il y a effectivement un travail en commun pour savoir comment maîtriser ce gigantisme qui est exponentiel. Justement, le travail qui est fait, qui est demandé en termes de réglementation, mais aussi les assureurs, auprès des experts maritimes, de mes confrères et moi-même, pour faire un certain nombre d'inspections, pour vérifier que les contrôles, les installations fonctionnent et font l'objet d'un fonctionnement régulier. Monsieur Mounès, quel type de problème pose ce gigantisme des bateaux pour vous? On disait un mot des équipages un peu sous-équipés, peut-être qu'ils se comprennent mal aussi parfois? Alors la compréhension, ça fait aussi partie du problème, hein, puisque sur des équipages, des fois, on voit 4-5 nationalités différentes. Le seul point commun où ils se comprennent tous, c'est au moment des repas, parce que dans le boulot, des fois, ça pose de gros problèmes. Moi, j'ai eu l'occasion de naviguer sur des bateaux français et pavillons étrangers et avec des équipages philippins. C'est pas toujours évident, hein. Alors le problème, on en revient aux AFMAR, c'est que tout est bien. Il y a ce qu'on appelle un rôle d'équipage qui définit un nombre de personnes avec des rôles bien définis. Oui. La capacité.
Le bateau remplit les conditions. Le rôle d'équipage, il est bon. Sauf que vous avez un Philippin qui est cuisinier dans son coin, et qui vient là pour se faire une cagnotte, c'est pas un problème. Mais en attendant, à bord du bateau, s'il y a le moins de pépins, il ne sert à rien. Et là, ça devient grave. Alors, sur les équipages purement français, très bien. Aux abeilles, on a d'excellents équipages. Mais en quelques décennies, le nombre a été quasiment divisé par 2. Alors, ça pose aussi un autre problème, c'est quand on intervenait sur des opérations de sauvetage, on arrivait à délester une partie de l'équipage du bateau pour le faire élitroyer sur le bateau qu'on veut sauver. Maintenant, on ne peut plus. Parce que je prends les dernières abeilles, il y a 12 personnes à bord. Vous ne pouvez pas retirer, c'est fini. Alors, c'est là que... Moi, donc, du coup, il n'y a plus la capacité d'intervention sur place que vous évoquiez tout à l'heure. Pour qu'on crée une espèce de cellule d'intervention où on est, ça peut être, je sais pas, mettons 20 personnes en tout qui puissent tourner, où on est des gens formés à l'intervention sur tout type de navire et aussi bien à faire des opérations de pompage, parce que tout à l'heure vous parliez du problème, très bien, on essaie d'éteindre l'incendie, mais on met de l'eau pour éteindre l'incendie, mais si cette eau on ne la pompe pas en même temps, c'est fini, ça va forcément mal se terminer l'histoire. Alors qu'avant, aux abeilles, entre autres, on avait une cellule qui a été supprimée, malheureusement, il y a une quinzaine d'années, où on avait des pompes qui étaient en 3 petits containers, qui étaient élitroyés à bord du bateau à sauver, parce qu'on considérait que le bateau n'avait plus du tout d'énergie, plus du tout de personnel. Donc, on venait avec notre équipe, on descendait notre matériel, on pompait, donc on assurait la flottabilité du bateau, et on faisait tout ce qu'il fallait, on pouvait le remorquer. Maintenant, on ne sait que remorquer. Remorquer ou voir sombrer, hélas. Remorquer, puis s'il veut bien ne pas sombrer, c'est bien, mais bon, on s'en remet à qui, là? J'ai fait le sauvetage un jour d'un bateau iranien, j'ai été voir le commandant, et première chose qu'il m'a dit, si je suis pour rien, c'est pas de ma faute, c'est Dieu. Alors moi, j'ai eu du mal à discuter avec Dieu. On va en revenir au Dieu qui gère nos affaires. Voilà. Ici, c'est le plan Polmar. Polmar, c'est quoi l'illustration du côté des Landes avec cet exercice grandeur nature mené en 2016, Patrick Pagnier et Laurent Montiel. Un exercice de pollution maritime par hydrocarbures dans les Landes, forcément, cela évoque de bien mauvais souvenirs, mais de la gestion du naufrage du Prestige en 2002 et de la marée noire sur nos côtes qui en a découlé, des leçons ont été tirées. D'abord la coopération avec nos amis espagnols, en l'occurrence quand il s'agit de nos côtes, avec l'Europe, sont beaucoup plus au point. Nous avons du matériel beaucoup plus sophistiqué, perfectionné. Au large de Cabreton, au Segor, suite à une collision fictive entre 2 bateaux, le pétrole est à la dérive, pétrole lui aussi fictif. Pour lutter, un dispositif maritime mobilisable sur zone entre 24 et 48 heures. Pour capter ces nappes de pétrole qui flottent à la surface, on a 2 techniques. Une première qui est l'écrémage, où on ramasse le pétrole et on le sépare de l'eau de mer. Et la deuxième technique qui est la dispersion, où on brasse la nappe d'hydrocarbures pour qu'elle se dissolve avec des produits dans la mer. À la capitainerie du port, même un exercice, c'est l'effervescence dans le poste de commandement. On a prévenu l'association pour le dauphin, par contre on demandait l'aide du SDIS pour les phoques. Concentration, organisation, optimisation sont ici les maîtres mots de l'exercice Polmar côté terre, avec des personnels communaux désormais entraînés à ce type d'intervention. C'est aussi un travail de coordination, de concertation, de formation qui est évidemment nécessaire, car je crois que tout le monde, si malheureusement un risque devait survenir, tout le monde doit être prêt le moment venu, et bien sûr, les collectivités locales sont les premières concernées. Pour cet exercice, 400 personnes étaient mobilisées. Et j'ajoute que le ministre de la Transition écologique et solidaire, François de Rugy, est attendu ce vendredi à La Rochelle pour évoquer le plan Polmar. Il visitera aussi le centre Pélagis qui se tient prêt pour le recueil des espèces des mammifères marins qui pourraient être touchés. Allez, on va revenir à ce sujet des oiseaux. Dominique Chevillon, c'est votre parti, votre association, la Ligue de protection des oiseaux, se prépare, vous le disiez tout à l'heure. Exemple avec cette visite du côté du centre de protection de la faune sauvage d'Audange en Gironde avec Élise Galland et Thierry Gardet. On a un guillemot de Troil et un grand cormoran, donc typiquement, si marée noire il y a, c'est le genre d'espèce qu'on risque de recevoir
de manière importante. Oui. Ici, dans la salle des piscines, tout est prêt pour faire face à une possible arrivée d'animaux mazoutés. Une dépollution qui demande un véritable savoir-faire. On va devoir les paner avec de l'argile et de la paraffine pour essayer d'enlever l'excédent de mazout qui va être incorporé dans le plumage. Ensuite, une fois qu'on les aura stabilisés et qu'on aura enlevé la majeure partie du mazout, on les lavera en table de lavage. Donc c'est un processus qui est assez complexe, très protocolaire. Depuis ces 3 derniers jours, on doit atteindre, on va dire, la 50aine d'appels. Et après, au niveau des mails, on a dépassé les 300 mails de volontariat. En préalerte, le centre continue ses soins à ses pensionnaires du jour, comme cette chouette hulotte accidentée. Et les soigneurs de décliner les nombreuses offres de bénévolat. En temps de crise, c'est assez simple à comprendre au final, c'est qu'on a très peu de temps à allouer à la formation de nouveaux bénévoles. On a assez de choses à faire comme ça avec la quantité d'oiseaux qui peuvent arriver dans des états de détresse très avancés pour en plus de ça prendre le temps de former des personnes qui pourront nous aider. Si les nappes de pétrole devaient arriver pour venir en aide aux oiseaux, tortues et autres phoques victimes du mazout, toutes les consignes et numéros utiles sont disponibles sur le site internet de la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, pour prévenir autant que guérir. Vous me disiez en préparant cette émission que des premiers oiseaux mazoutés ont été observés en vol. Pourquoi est-ce que ce sont les premières espèces touchées? On a quelques espèces qui ont été vues en vol, mais il faut être extrêmement prudent. Le lien avec le Grande America n'est pas, je dirais, certain. On peut avoir des plaques de... Alors, ce qui est terrible avec les oiseaux, c'est quand vous avez une nappe d'hydrocarbures sur l'eau, ça aplanit un peu, si vous voulez, et donc les oiseaux sont attirés. Donc, ils vont préférentiellement sur ces zones qui sont des zones de calme, vous voyez. Donc, dans un port, il peut y avoir une nappe de 3 mètres carrés et des oiseaux se tacher. Donc là, on a vu quelques moitrieuses volantes et sont arrivés 2 oiseaux très mazoutés, à 70% mazoutés, un fou de bassan et un guillemot de Troil, qui est également très mazouté, mais on est incapable de dire aujourd'hui si ça vient du Grande America. Alors on a fait un prélèvement, et ce prélèvement est envoyé au CEDRE, donc, qui est un centre de, je dirais, de recherche et d'expérimentation qui se situe à Brest, qui a un polludrome et qui va déterminer d'abord la nature. Est-ce que ce pétrole, est-ce que ça correspond à celui qui a été largué par le Grande America, et puis ils font, ce CEDRE fait tout plein d'autres choses, et notamment voit comment évoluent les hydrocarbures dans l'eau pour savoir s'ils vont se diluer, s'ils vont s'agglomérer, etc. Bon, je ne suis pas spécialiste de la question, mais voilà, on en est là. Donc aujourd'hui, l'alerte est lancée, nous sommes prêts, tout est organisé, en relation parfaite avec les services de l'État. Pour l'instant, pas de catastrophe. Monsieur Jousmet, il vous est arrivé d'avoir peur sur certains bateaux. Je vous donne juste cette statistique. Un navire coule tous les 3 jours. Un tiers de la flotte mondiale pose problème. Ce sont des chiffres de l'association Morglas. Tout à fait. Vous voulez dire en naviguant? Oui, j'ai eu peur dans le golfe de Gascogne. Il y a très très longtemps de ça. J'ai pas eu peur par rapport à l'état du bateau. J'ai eu peur parce que on subissait des vagues qui étaient comprises entre 15 et 18 mètres. Donc effectivement, on a peur parce qu'on se sent tout petit. Même si c'est un navire assez important, mais on se sent une coquille de noix. Et là, on a très très peur, oui. Et puis on a très très peur parce qu'on commence à rencontrer forcément, c'est le postulat de la tartine de confiture, hein, on commence, quand on rencontre du mauvais temps, on commence à rencontrer aussi forcément des problèmes techniques. D'ailleurs, chaque fois qu'on a des naufrages, on s'aperçoit ou qu'on a des événements de ce type, c'est jamais par mer d'huile qu'on les rencontre. Monsieur Mounès? Peur, comme tout marin, hein. Mais bon, le plus gros coup que j'ai pu avoir à surmonter en tant que commandant, c'est un cyclone sur un remorqueur de haute mer et incendie machine. En même temps. En même temps. Bah oui, non, mais c'est ce que vous venez de dire, c'est qu'un problème en amène un autre. Et donc on s'est retrouvé sans propulsion, sans énergie, et avec deux blessés sérieux à bord, hein, et puis pas de bateau. Alors j'avais lancé un SOS, alors c'est pour une abeille, ça faisait un peu drôle à l'époque. J'avais lancé un SOS, j'avais eu un bateau qui m'avait répondu, mais qui était à très grande distance, qui s'était dérouté pour nous porter secours. Et entre-temps, alors l'avantage, c'est qu'on n'a pas
on n'a pas évacué le bateau. Moi, j'avais interdit qu'on mette les bombards à l'eau. Hein. J'ai dit, on essaye d'éteindre l'incendie. On a réussi à l'éteindre au gaz inerte, si bien que... après, donc ça reste un souvenir puissant. Et j'ai eu à recoudre un blessé sérieux dans une tempête, dans un cyclone. Merci Monsieur Mounez. Cette émission touche à sa fin. Merci à tous d'avoir répondu à notre invitation. Prochain Disputandum mercredi soir prochain. Excellente soirée à vous.